Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence aujourd'hui. Je suis ravi de vous voir aujourd'hui dans les super locaux de CDV qui nous accueillent avec gentillesse. Merci Pascal, merci Sophie, merci Dorine. J'ai pas vu, mais merci en tout cas de votre accueil. Et maintenant, je vais vous présenter donc les experts qui vont pouvoir intervenir à cette table ronde. Donc, comme je vous ai dit, en fait, on a 7 personnes qui sont intervenues déjà dans le rapport de l'étude, dans la globalité. Donc, on a Guillaume Aubin qui est directeur de l'expérience de travail de la région Île-de-France. Donc, Guillaume, je t'invite à nous rejoindre sur scène pour intervenir lors de cette table ronde. Ouais, merci, tu peux t'installer, mais tu peux choisir ta place, t'es le premier, tu vois, t'as de la chance. On a Julien Fouché, directeur immobilier et environnement de travail du groupe Upcoup et membre du club immobilier de l'IDETS. Julien, tu peux t'installer. Ravi de te voir avec nous. On a Pascal Rigui, directeur général de CDV, qui pourra nous apporter toute son expertise et qui nous accueille aujourd'hui dans ces super locaux. Encore merci Pascal. On a Damien Leprêtre, donc, qui est facilitateur et associé du groupe FlexJob, donc lui qui ne sera pas avec nous aujourd'hui, mais qui a pu apporter son analyse dans l'étude. Donc vous retrouverez, quand vous téléchargerez l'étude, vous retrouverez son analyse dans le rapport. On a Nathanaël Mathieu, donc cofondateur et président de Néonomade, qui nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui pour apporter son avis sur la partie aussi tiers-lieu et coworking. On a Frédéric Sauvageau, directeur de la partie immobilière et espace de travail du groupe Orange, donc qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais qui a apporté également son avis d'expert dans le rapport de l'étude. Donc vous pourrez retrouver tout ça en téléchargeant l'étude. Samuel Métias, fondateur et président de la Happytech, qui nous fait l'honneur aussi d'être avec nous aujourd'hui et qui nous... Toi, tu es le dernier, tu es au milieu. Voilà, je vous remercie déjà pour avoir pris le temps d'écouter ces premiers chiffres. Maintenant, on va passer à la table ronde avec des super experts qui nous accompagnent aujourd'hui. Je suis ravi de partager ça avec vous. Et puis je vais commencer les questions. Donc déjà, pour commencer, l'idée étant de pouvoir... peut-être commencer par Nathalie, Samuel et Pascal pour parler un petit peu des environnements de travail, de la façon de travailler qui ont été bouleversés depuis la crise sanitaire. Et l'idée, en fait, serait de savoir, depuis cette crise, quel a été le plus gros challenge de vos clients depuis ces 2 dernières années. Donc peut-être, Nathanaël, si tu veux commencer, quels étaient les challenges que tu as pu voir justement chez tes clients post-Covid ? Donc merci pour cette invitation. Donc le plus gros changement aperçu chez nos clients, en fait je dirais qu'il y a un sujet chez les clients aujourd'hui de trouver la bonne organisation du travail. En fait, on l'a vu dans l'étude, le télétravail aujourd'hui c'est un fait. Néanmoins, ce que l'on constate, c'est qu'il y a une grande diversité dans l'intensité du télétravail, entre 1 jour et 5 jours par semaine. Et de fait, ça introduit des modèles d'organisation qui sont très différents entre les entreprises qui sont plutôt sur un modèle bureau, centré sur le bureau, avec moins de 1 jour ou 2 maximum de télétravail, donc un modèle assez traditionnel qui garde des méthodes de management et de présence au bureau qui sont fortes, pour souvent des bonnes raisons d'ailleurs. Ça peut être lié à des métiers non télétravaillables, ça peut être lié à des visions des dirigeants qui ont peur pour la cohésion sociale, ce qui masque parfois aussi un vrai manque de confiance aussi. Ça peut être lié tout simplement à un business post-Covid, une notion de survie qui fait qu'on priorise les enjeux business aux enjeux de transformation organisationnelle qui peuvent être coûteuses. Donc on a ce modèle bureaucentrique. À côté, on a le modèle hybride dont on parle dans cette étude, avec un télétravail de 1 à 4 jours par semaine, beaucoup plus de liberté donnée aux collaborateurs. Mais ce qu'on constate, c'est que les entreprises qui ont fait le choix de ces modèles-là, elles ont besoin de cadrer les choses, de mettre en place des nouvelles postures managériales, et elles balbutient encore très clairement. Et puis il y a le dernier modèle, le full remote, qui lui est un modèle plus extrême, avec vraiment un modèle 100% télétravail qui domine. Mais ce que je constate, en fait, c'est qu'on a un 4e modèle qui émerge, qui est en fait une combinaison de ces modèles, avec notamment beaucoup d'entreprises qui, aujourd'hui, décident de faire vivre des modèles hybrides ou centrés sur le bureau, avec des modèles full remote, notamment pour recruter certains métiers, notamment les métiers digitaux, qui ont du mal à être attirés. Je pense que
tu pourras en parler. Et puis aussi les modèles de commerciaux, des personnes des commerciaux. Donc en fait, on a une coexistence, une combinaison de modèles et d'organisations qui implique aussi des postures managériales différentes, etc. Et donc ça, aujourd'hui, je crois qu'on est au tout début. Il y a beaucoup de tests, d'expérimentations qui se passent dans les entreprises et des modèles qui sont très mouvants et qui vont continuer à bouger. Donc de ce côté-là, je te coupe, de ce côté-là, du coup, il y a un modèle en fait, qui s'adapte aux collaborateurs. En fait. Alors qui s'adapte aux collaborateurs, mais aussi aux enjeux business de l'entreprise, parfois à la personnalité des dirigeants. En fait, il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Néanmoins, ce qui est certain, c'est que ces modèles, ils sont mouvants. Ils vont vers l'hybride, c'est sûr, pour des tas de raisons, mais il n'y a pas un seul modèle. Et aujourd'hui, les entreprises, elles testent, elles expérimentent pour justement trouver la bonne carburation. Très bien. Et en termes, justement, on a parlé un peu d'équilibre vie privée, vie pro aussi dans ces domaines-là, dans la qualité de vie au travail. Samuel, qu'est-ce que tu as pu justement constater peut-être ces 2 dernières années peut-être chez tes clients peut-être pas que la qualité de vie au travail, hein, mais je vais pas te mettre que cette casquette, mais... Non, de manière générale, non, mais c'est une excellente question. En fait, la question du challenge est importante parce que il y a de nombreux challenges. On en a parlé, des modèles qui émergent, des choses qui sont testées. C'est des vrais challenges, c'est pragmatique. Mais pour moi, le plus gros challenge, c'est toujours la prise de conscience, c'est la culture. C'est le côté culturel. Avant le Covid, pour comparer, la difficulté, c'était de prendre conscience à quel point l'humain et la place de l'humain dans l'entreprise, toutes ces questions de RSE, de QVT, de bien-être au travail étaient importantes. Et cette prise de conscience-là, elle est venue avec le Covid. Si on peut y trouver un effet positif au Covid, c'est peut-être celui-là. Donc aujourd'hui, la prise de conscience, elle est différente. Il y a une autre prise de conscience à avoir aujourd'hui qui relie tous ces challenges. C'est la fin de l'infantilisation, en fait. Quand on parle de télétravail, quand on regarde les chiffres, quand on voit toutes ces attentes des salariés, on se rend compte à quel point il y a un gap culturel qu'on est en train de passer dans les entreprises. Et ce gap culturel, c'est l'infantilisation du salarié. Avant, pour reprendre un exemple d'Orange, il y avait un salarié d'Orange qui me racontait dans une des équipes que je ne citerai pas, ils avaient aménagé les bureaux, super bureau, une salle de repos magnifique, le baby-foot, tout ce qu'il faut, sauf que la clé de la salle était avec le manager. Donc pour aller dans la salle, il fallait demander la clé à son manager. Papa, s'il te plaît, est-ce que je peux aller jouer ? C'est un peu le problème. Donc on est dans une culture classique en entreprise, directive, descendante, et donc il y a une forme d'infantilisation du salarié, et il faut sortir de ça. C'est la notion d'autonomie, c'est la notion de confiance, c'est la notion de faire je veux télétravailler, faites-moi confiance, je sais quel est le bon moment, et je connais les bonnes tâches à faire chez moi par rapport à celles que je vais faire au bureau. Je sais quand j'ai besoin de venir, et j'ai besoin de conditions de qualité, et toutes ces questions sortent. Donc le plus gros challenge, si je devais répondre à ta question, selon moi, c'est avant tout ce changement culturel, cette prise de conscience que le salarié, on doit lui faire confiance, on doit l'autonomiser, on doit y aller, et ça relève tout un tas de défis sous-jacents qui vont vers les modèles qu'on est en train d'évoquer, le télétravail et le travail hybride. C'est un peu ma réponse. Très bien, c'est très clair. Merci. Et peut-être pour finir sur cette question, Pascal, avec un œil peut-être plus global, ou notamment sur les espaces. Alors, nous, on est aménageur concepteur, et on est venu nous voir pour une raison très simple, c'est qu'en fait, on avait beaucoup de mètres carrés, on ne savait pas quoi en faire. Il y avait beaucoup de gens qui étaient à distance, en présentiel. Du coup, une question, mais à quoi me servent tous ces mètres carrés ? Qu'est-ce que je vais en faire ? Ça, c'était une des premières questions qui était assez vive. Et la deuxième conséquence, c'est finalement comment je fais pour retrouver l'adhésion avec mon groupe, comment je fais en sorte qu'il y ait une cohésion qui se recrée demain, malgré cette problématique de on vit tous enfin, le bureau réunissait les 3 unités, action, lieu et temps. Là, aujourd'hui, on est complètement désynchronisé au niveau de ses actions et au niveau du temps, et délocalisé, puisqu'on peut être à différents endroits en même temps. Donc comment on fait pour demain réunir tout ça dans un seul endroit, et on s'assure qu'il y a une bonne cohésion d'entreprise. Les entreprises ont un vrai problème, et on rejoint les problématiques business, c'est qu'elles ont besoin de garantir cette cohésion, cette confiance entre tous les collaborateurs pour qu'ils puissent affronter un certain nombre de problèmes demain ensemble. Le bureau était jusqu'à présent une garantie que c'était à cet endroit-là que ça se passait. Demain, la problématique, c'est que ça doit se passer à différents endroits, dans différents moments. C'est assez éclaté, et on parle plus d'un bureau d'ailleurs, on parle d'environnement de travail.
Et l'environnement devient très complexe. C'est à la fois le digital, à la fois des lieux physiques et des moments très distincts. Voilà. Aujourd'hui, c'est vraiment les questions qu'on a à résoudre. Mais je crois, moi aussi, je prendrais vraiment un sujet particulier, c'est le côté cohésion et confiance. Parce que finalement, ce qui est le plus dur à construire dans l'entreprise, c'est la confiance entre les collaborateurs et s'assurer que demain, ils vont fonctionner ensemble dans un objectif commun. Et ça, c'est la partie la plus, je pense, la plus péchue. Voilà. Très clair. Et Guillaume, toi, de ton côté, tu as pu... quel changement tu as pu ressentir justement là, depuis cette crise? Il y a différents domaines. Vous aviez déjà avancé sur le siège de la région Île-de-France avant même le Covid. Donc, c'était avancé, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Alors c'est vrai que nous, c'était un petit peu avancé, comme tu le dis. On a déménagé le siège de la région Île-de-France en 2018 pour l'installer à Saint-Ouen, pour l'installer dans un environnement en open space où il n'y avait pas de flex office à l'époque. Et on a mis en place le télétravail à peu près au même moment. Donc effectivement, c'était un peu en avance sur la crise Covid. Maintenant, je rejoins ce qui a été dit auparavant. Cette séquence-là, elle a effectivement changé énormément de choses. Déjà, elle a rendu possible des choses j'allais dire qu'on pensait impossible avant. Disons que ça a arrangé pas mal de monde de penser ça impossible, mais même d'un point de vue technique, des signatures électroniques, des choses comme ça, qui d'un coup sont devenues tout à fait possibles, puisque on n'avait pas le choix. Donc déjà, ça a changé pas mal de choses comme ça. Et puis après, surtout, cette crise-là, chez nous, elle a montré un peu par l'absurde ce que c'était que de télétravailler en permanence. Avec ce côté où ça fonctionne, on a réussi à faire plein de choses, où on travaille même parfois beaucoup plus, c'est-à-dire qu'en quantité de travail, effectivement, la productivité, elle est phénoménale, mais où par contre, on ne progresse pas collectivement sur nos projets, etc. C'est-à-dire qu'on fait nos tâches, quoi, hein. On fait notre quotidien, on travaille avec les gens avec qui on a l'habitude de travailler et c'est tout. Et ça a vraiment montré ça. Et c'est vrai qu'on a du coup pu beaucoup progresser par la suite, dans la mesure où, voilà, où on a fait ce travail de bilan et de tirer un petit peu les conséquences de cette période. Et on explose à ce moment-là ce qui est effectivement l'environnement de travail, ce qui est le bureau, avec des nouveaux phénomènes qui apparaissent, et puis surtout avec l'idée qu'on doit beaucoup plus organiser ça. Et c'est vrai qu'on a maintenant cette donne du télétravail qui, chez nous, mais comme chez maintenant plein d'autres organisations, est une sorte d'acquis sur lequel on ne reviendra pas, quelque chose qui est vraiment rentré dans les rituels de tout le monde, qui est une condition aussi d'embauche. Nous, on le voit après la crise Covid. La question avant, c'était est-ce qu'il y a du télétravail dans votre organisation ? La question maintenant dans les entretiens de recrutement, c'est quoi les modalités de télétravail dans votre organisation ? La question se pose même plus de savoir s'il y en a ou pas. Et donc ça, effectivement, voilà, c'est une donnée extrêmement importante. La question ensuite, c'est comment on préserve un collectif de travail, comment, et je reprendrai les données de l'étude là, que tu nous as présentée juste avant, comment on fait en sorte qu'on se rencontre, qu'on échange, qu'on n'ait pas juste des robots presque à travailler chez nous tout seul sur nos données et à dépiler des tableaux Excel et des boîtes de messagerie, mais on arrive à créer collectivement quelque chose et comment nos espaces de travail le permettent aussi. Et c'est là où je trouve la situation assez intéressante. On est vraiment à cette croisée des chemins où on a encore plein de choses qui sont issues d'un modèle qui a plus vraiment lieu d'être, mais qui sont malgré tout des pratiques de travail qu'on a toutes et tous et avec lesquelles on doit composer. Et justement, comment est-ce qu'on arrive à sortir de ça et on arrive à mettre tout en adéquation et on est en train de créer ce modèle-là. Donc c'est une période aussi assez passionnante de ce point de vue-là. Très clair. Et Julien, du coup, vous, chez Upcoop, vous êtes dans un gros projet quand même de déménagement là, dans quelques mois. J'imagine que c'est un projet qui a été bien évidemment décidé il y a quelques temps déjà. Est-ce que la crise de Covid a eu un impact sur vos décisions, sur vos façons d'appréhender ce changement? Et peut-être peux-tu nous en dire un peu plus là-dessus? Oui, alors le projet a été décidé en juillet 2020, il était signé. Donc on était en plein Covid. Donc oui, on a revu un petit peu les problématiques d'aménagement, on s'est posé des questions.
Et l'étude que vous avez menée chez Wopi confirme l'approche qu'on sentait déjà à l'époque. Et c'est intéressant parce que quand on parle d'hybridation, dans votre étude, on voit que les gens reviennent parce qu'il y a un manque de place, parce qu'ils veulent voir des gens, donc c'est à titre individuel, une volonté un peu égoïste. Par contre, dans les actes, c'est on vit ensemble, c'est un moment collectif. Donc là, on est vraiment ensemble, tout simplement. Donc c'est beaucoup moins égoïste. Alors quand on a réfléchi sur notre projet immobilier, qui se finit dans 2 mois d'ailleurs, donc là je fais une petite pause et j'en suis ravi d'être avec vous parce que ça me permet aussi de prendre du recul par rapport à tout le travail qu'on a fait. On s'est dit 2 choses. Il y a la culture. Il y a la culture parce qu'on est une coopérative avec ses spécificités. On est dans une food tech, donc il faut tenir compte de l'innovation. Ensuite, on a des sites en province, donc il faut trouver des situations avec des métiers de commerciaux sédentaires, commerciaux itinérants. Et donc on s'est dit, on va se servir de ce projet pour aller encore plus loin. Et on a vu 2 grands axes par rapport à l'hybridation. Petit A, le parc immobilier. On a souhaité, et c'est terminé d'ailleurs, rationaliser le parc, ok, et surtout permettre d'offrir une palette de lieux de travail à nos collaborateurs. On parle de corpo working, ok, on parle de coworking, on parle aussi de café working maintenant, on parle de beaucoup de choses. Donc, tout ça, on y travaille, on trouve des solutions économiques pour la société, pour ma coopérative, et intellectuellement enrichissantes pour nos salariés, puisqu'ils ont le choix de savoir où ils veulent travailler, limite au jour le jour, quoi. C'est l'objectif final. Donc ça, c'est en France. Et sur le projet en soi, le projet Up Gardens, c'est 750 personnes, 15 000 m². On était à 40 000 avant. On passe en flex, on passe en espace ouvert, bureau non attribué. On s'est dit, bon, on va compenser ça avec des locaux plus sympas, plus collaboratifs, ok, mais on va surtout faire un continuum de services. Parce que l'hybridation, c'est ça. C'est-à-dire que lundi, Julien Fouché, il vient, il fait son sport, c'est très bien pour moi, et puis le mardi, il décide d'aller au télétravail, tout simplement. Et bien, comment il fait? Et bien, on met en place des systèmes hybrides, justement, qui permettent de pouvoir continuer ce service. Et je reviens sur une notion qui est importante, c'est la partie communauté. Et je pense que c'est un next step, c'est-à-dire qu'en fait, faire venir les gens au travail, les maintenir à distance en espace de coworking, ou même, on va dire, ne pas les rendre workaholic sur la partie télétravail, parce qu'à force de travailler chez soi, on peut avoir des déviances. C'est aussi créer des communautés, et ça amène les talents, ça amène à fidéliser et à, on va dire, attirer, fidéliser, et puis aussi booster un peu les équipes, quoi, ensemble. Parce qu'il n'y a pas que le boulot, et c'est un ensemble qui amène ça. Donc voilà les 2 grands enjeux. Le parc national, faire le choix, et un continuum de services. Très bien, donc je vois aussi depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de relations manager-collaborateur, système de confiance. Comment le management s'adapte à ces transformations? Guillaume, peut-être tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus, comment voilà, le management s'adapte, est-ce qu'il y a des rituels de communication, des changements en interne qui ont été mis en place? Oui, totalement. Je vais développer, je te remercie. Non, le management, effectivement, c'est vrai qu'on en a un petit peu parlé là, mais je trouve que c'est vraiment la clé un petit peu de tout ça parce que c'est un sujet qui est assez dur pour nos managers. Nous, ça a été un sujet qui a été vraiment beaucoup traité à la région et un peu trop tard. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu venir au début quand on travaillait sur le projet 2016-2017 et sur le projet de déménagement, open space, etc. Et sur le projet de télétravail, c'était un peu en même temps qu'on travaillait ça et on avait un peu oublié la couche managériale en pensant que ça allait se faire un peu naturellement. C'est pas du tout le cas. Et c'est vrai que c'est une grosse révolution à mener. Et je pèse vraiment le mot de révolution là-dessus. Parce que, effectivement, et on le rappelait, je ne sais plus qui parlait de ce magnifique exemple d'Orange avec la clé pour la salle de... C'est toi. Hein. Mais c'est totalement ça, quelque part. On passe d'un manager qui était en tout cas chez nous et dans plein d'autres organisations avec qui on a pu échanger, dans le côté contrôle. J'ai mon équipe sous les yeux, je leur donne chaque jour les tâches à effectuer, je contrôle l'heure d'arrivée, le moment de pause, l'heure de départ, etc. Et d'un coup, on explose tout ça, que ce soit physiquement dans l'espace de travail ou via le télétravail. Et en fait, on peut avoir des managers qui sont paumés là-dessus. Donc, ça suppose effectivement qu'on puisse les accompagner vers de nouvelles méthodes managériales, et notamment vers le management par objectif et des questions de confiance aussi qui doivent être
largement développé. Et puis ensuite, c'est aussi la pratique qui fait ça. Et effectivement, sur le télétravail, on était tous arc-boutés quand on l'a lancé en 2018 sur le comment je m'assure que les gens travaillent. Et puis en fait, assez vite, la question, c'est plutôt comment on s'assure qu'ils se déconnectent et comment on s'assure qu'ils ne sont pas en train de vriller un petit peu chez eux. Et en fait, on se rend compte que les temps de transport deviennent du temps de travail, etc. Enfin, on passe en fait un peu dans une problématique qui est différente parce qu'en fait, les gens bossent. Les gens sont dans une majorité des gens tout à fait sérieux et qui travaillent. Et ceux qui ont des soucis en télétravail, c'est en fait les mêmes qui avaient des soucis au bureau. Donc la posture managériale, effectivement, elle change tout là-dessus. Et puis surtout, sur la partie environnement de travail, moi, ce qui me passionne, c'est effectivement comment le manager joue dans cet espace-là. Et en fait, tous les managers qui sont saisis de cette opportunité-là, dans des espaces en open space, dans des espaces en flex office, en fait, ils se retrouvent au cœur de leurs équipes. Et d'un coup, ils peuvent adapter des postures aussi, qui sont des postures de faire grandir leurs équipes, de les amener à réaliser leur mission. Et on le voit dans un peu, tu parlais tout à l'heure du sens au travail, finalement, c'est des vrais sujets pour nos collaborateurs. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu te sens bien dans des espaces? C'est aussi parce que tu réalises des missions qui te parlent et donc que ton manager t'aide à les réaliser, t'aide à te développer là-dessus. Et le manager au cœur de ses équipes, c'est ce qu'il va pouvoir faire. Donc, on est vraiment dans cette dynamique-là et il faut effectivement que les managers comprennent ce changement-là, comprennent cette bascule-là et comprennent aussi que de toute façon, ils n'ont pas le choix quelque part. Et ça, c'est un objet qui, alors pour nous, effectivement, ressources humaines, mais qui, je pense, pour tous les niveaux d'organisation managériale dans l'entreprise, est un objet passionnant à traiter. Et Samuel, toi, du coup, voilà, tu rassembles énormément de solutions tech sur la partie qualité de vie au travail. Est-ce que par rapport à ce sujet, principalement du management, la technologie permet aujourd'hui d'améliorer ce rapport? C'est certain, la technologie apporte. Alors, à la Vitech, on porte vraiment une vision positive de la technologie, c'est-à-dire vraiment une technologie qui va aider, qui va faire grandir l'humain et pas qui va chercher à le remplacer ou avec une vision mercantile, j'allais dire, et très économique de la chose. Et c'est sûr que la technologie peut aider parce que quand vous avez un collaborateur, il y a quelque chose que vous avez tous manipulé au moins une fois depuis que vous êtes rentré ici, c'est ça. Donc effectivement, la technologie, on l'a au quotidien, on l'a au bout des doigts. Et si on sait l'utiliser efficacement, si on a les bons services dessus, bah, ça va aider à la collaboration, ça va aider au management, ça va aider à faire grandir un petit peu tous ces sujets dans ce qu'on va porter, nous, dans Epitech, dans cet esprit d'autonomisation, comme je le disais, de confiance. Mais la confiance n'empêche pas le contrôle. On le sait tous. Après, c'est quelle forme de contrôle? Et ça change beaucoup de choses parce que le contrôle, quand on est dans la confiance et qu'on a ces outils, bah, c'est une forme de transparence. Et la transparence, c'est pas quelque chose de facile pour un manager. C'est pas quelque chose de facile pour le management parce que quand on devient transparent, il faut assumer ses décisions et il faut assumer une forme d'exemplarité. On peut plus se cacher. Et donc, effectivement, les outils technologiques, les bons outils technologiques vont nous permettre de savoir, dans cet esprit de transparence, si le collaborateur va bien ou va pas bien, va permettre de savoir si ses collaborateurs sont au bureau ou pas, s'il y a de l'espace ou pas avec Wobby par exemple, si effectivement on va pouvoir aussi augmenter, vous savez on est beaucoup dans les technologies augmentées, l'environnement de travail avec des services qui vont permettre non seulement d'avoir une plante par exemple, mais de savoir d'où elle vient et d'écouter les sons de la forêt autour, ou des télévisions qui vont mettre des œuvres d'art et qui vous expliquent toute l'histoire derrière et qui vont s'adapter à l'ambiance de la réunion. Bref, on peut imaginer plein de choses et c'est toute la force de la technologie au service de l'humain. Et c'est ce que effectivement, c'est ce que, autour de la Epitech, les solutions, la philosophie, la vision qu'on va porter va essayer d'amener dans le monde du travail aujourd'hui. Très clair. Et merci sur la partie technologique. Et côté environnement de travail, du coup, Pascal, les choses ont également pas mal évolué, je pense, ces dernières années. Et concrètement, en fait, qu'est-ce que ça implique sur les nouveaux aménagements d'espace? Bah, il y a une première, si on revient on prolonge la première question, il y a aujourd'hui effectivement une entreprise, mais il n'y en a pas qu'une, il y en a plein. Elles ont toutes des ADN très différents, des cultures très différentes, tu l'as dit tout à l'heure. Et en vérité, il n'y a pas une solution, il n'y a pas un modèle. Elles doivent toutes fonctionner pour elles-mêmes et pour leurs collaborateurs de manière très différente. Donc nous, par exemple, chez CDB, je te donne notre exemple, on veut plutôt être sur le sujet de la right workplace, de leur fabriquer un modèle adapté, designé spécifiquement
pour leur moment, parce que les entreprises ne vivent pas toutes les mêmes moments tout au long de leur vie. Donc elles ont parfois des besoins très différents. Et puis leurs objectifs d'organisation, leurs objectifs business aussi évoluent avec le temps. Donc il faut que l'environnement de travail puisse s'adapter. Effectivement, on va aller sur beaucoup de collaboratifs. Et on développe, nous, cette idée du ce qu'on appelle les bureaux de très haute intensité collaboratifs. Mais dans le collaboratif, on n'y met plus juste le fait d'être ensemble, enfin juste de travailler sur un objet. C'est le fait de créer du lien social, c'est le fait de collaborer, d'innover, de créer, d'être ensemble, de vraiment se fédérer et de pouvoir travailler dans toutes les dimensions de l'entreprise. Je suis effectivement sur le site, mais je suis délocalisé et j'ai des outils digitaux qui me permettent de traverser à la fois l'espace, le temps, et je peux travailler dans n'importe quelle situation. Et j'en venais sur la notion de cohésion au début, une des clés, on en parlait avec Nathaël, c'est les rituels. En fait, on a tous été chamboulés dans nos rituels pendant le Covid. Ça a eu des impacts directs sur nos corps en particulier. Il y a des études qui commencent à le montrer, où effectivement on a eu une chute des hormones d'ocytocine, puisqu'en fait c'était les hormones liées à nos contacts sociaux. Et comme on n'en avait plus, d'un seul coup, ça s'est effondré. Donc on a tous vécu une extrême lassitude, parfois des dépressions. Ça a été assez compliqué pour beaucoup de collaborateurs. Et donc effectivement, il faut qu'ils se retrouvent ensemble. Donc une des clés de l'environnement de travail, c'est un peu ce que vous voyez là. C'est le être ensemble, c'est de partager ce rituel de la cohésion à des moments particuliers de la journée. Aujourd'hui, le lien social dans l'entreprise est devenu plus fort que jamais. Et je pense que Nathalie en parlera, parce que tout à l'heure, on parlait d'un exemple chez lui, où effectivement, eux sont très délocalisés. Par contre, effectivement, ils ont réinstauré ces rituels de cohésion qu'ils ont travaillé dans le dur et qui réinstaurent jour après jour, semaine après semaine, en fonction des objectifs business de l'entreprise. Ça, c'est un des vrais changements dans les entreprises. Et un des derniers points, c'est je vais parler de moi, parce que pour le coup, ça va peut-être illustrer le sujet. Je suis un créatif, mais mon modèle de création à moi, il est très particulier. Et ça sera vrai pour tout le monde. Tout le monde n'a pas les mêmes rituels de création et donc va faire évoluer son environnement en fonction de sa personnalité. Je ne peux pas être dans une salle blanche, c'est pas possible. Je ne peux pas être complètement à l'écart du monde, des flux. J'ai besoin de me mettre dans un environnement où je vais voir du monde. Je vais voir des oiseaux voler par la fenêtre. Il va se passer des choses, ça va m'inspirer, j'en sais rien. Il y a de la musique, il y a des gens, il y a du bruit. Et je vais pouvoir me déclencher comme ça un cycle de création, de créativité, et commencer à initier des dessins, des pensées, etc. Par contre, une fois que c'est fait, que c'est posé, oui, effectivement, je vais avoir besoin de me mettre dans un endroit plus calme, donc à un autre moment, un autre rituel, pour pouvoir me poser et développer ce que je suis en train de penser. Ce que je suis en train de vous dire là, ça m'est propre. Et on a tous, dans notre séquence de travail, des moments qui nous sont propres. Et les entreprises sont en train aujourd'hui de comprendre que pour tous ces collaborateurs, il ne lui faut pas un bureau. En fait, il lui faut peut-être 40 bureaux. Et c'est la grande puissance des environnements de travail aujourd'hui. Et je dis bien environnement de travail au sens large, c'est pas que le lieu. C'est que vous allez pouvoir travailler sur une quarantaine d'espaces différents, choisir votre moment, les gens avec qui vous voulez le faire, les outils avec lesquels vous voulez le faire, et selon l'état d'esprit dans lequel vous êtes à ce moment-là. Voilà. Et c'est ce qui va vous permettre d'incarner aussi la culture d'entreprise demain. Je vous donne un exemple, vous allez au Crayon ou dans une pizzeria, il n'y a pas besoin qu'on vous donne le mode d'emploi, vous allez savoir exactement dans quel cas et à quel moment ça va fonctionner, quels sont les codes verbaux, les codes pour s'habiller, les codes de communication non verbaux aussi. Et en fonction des deux lieux, ça va s'afficher instantanément. Les bureaux, demain, effectivement, c'est ça aussi qu'ils doivent incarner dans la culture d'entreprise pour que vous le compreniez tout de suite, instantanément, en fonction de ce que vous avez à faire. Voilà, je crois que j'ai développé, peut-être un peu long. Merci Pascal. Et du coup, tu as parlé de multilieux de travail. Oui. Nathalie, tu peux peut-être nous dire un mot sur ce multilieu, justement, et peut-être l'essor du coworking dans cet objectif. Avec plaisir. En fait, ce que je constate, moi, c'est que le bureau en tant que tel, le bureau cathédrale comme lieu unique de travail, il est derrière nous. D'accord ? Ça ne veut pas dire que le siège social n'est plus nécessaire, on en a besoin, et je pense que ça a été bien développé, mais sous une forme plus collaborative, peut-être parfois plus petite, c'est le cas de Hub. Néanmoins, moi, ce qui m'intéresse, c'est les bureaux hors du bureau, finalement. C'est à partir du moment où il y a de plus en plus de télétravail, où parfois on est même, on l'a vu dans l'étude, à plus de 2 jours de télétravail par semaine, en fait, le lieu de travail majoritaire n'est plus le siège social. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Alors, à domicile, ça c'est clair, le télétravail à domicile, mais qu'est-ce qui se passe ailleurs ? Aujourd'hui, le coworking en France, c'est plus de 2000 lieux.
Il y a des espaces de coworking de partout, dans toutes les grandes villes, en périphérie des grandes villes, à la campagne. Il y a un maillage qui est vraiment très, très, très fort. Et ces lieux, ils apportent de la flexibilité, ils apportent des solutions. Et donc nous, c'est vrai que chez Neonomade, on s'est spécialisé là-dedans, mais ce que l'on regarde chez nos clients, c'est pourquoi ils utilisent ces espaces de coworking. Alors, tout à l'heure, on parlait de sièges qui ont réduit leur taille, donc il y a besoin de solutions d'appoint. À proximité des sièges, des salles de réunion, des postes de travail, parce que parfois il y a des jours de pointe et donc on n'arrive pas à accueillir tout le monde. Ça, c'est un cas d'usage. Il y a des entreprises qui décident d'utiliser carrément, d'implanter leur siège social dans des coworking, donc ça, c'est encore un autre cas. Ça peut être dans des temps de croissance rapides, etc. Et puis, il y a le cas de la région Île-de-France et d'autres structures qui vont utiliser le coworking plus comme un complément du programme télétravail, c'est-à-dire des solutions alternatives, des bureaux à proximité des domiciles des salariés pour compléter ou proposer une alternative au domicile qui parfois n'est pas adaptée ou parfois les personnes ne peuvent pas, ne veulent pas travailler de chez elles pour diverses raisons et vont avoir le coworking comme solution d'appoint tout en évitant entre guillemets, les problématiques de transport, etc. Et en gardant en tête que le coworking apporte un plus qui est la dimension sociale, le choix de l'écosystème de travail dans lequel on va aller. Parfois une bouffée d'air frais aussi par rapport au collectif de travail de l'entreprise. Parfois on a aussi besoin d'aller vers d'autres collectifs. Et donc le coworking apporte tous ces leviers-là, des leviers d'efficacité immobilière, des leviers sociaux, des leviers de confort de télétravail. Et aujourd'hui, il est clair que ça rentre dans une stratégie RH et immobilière plus large, où avant, finalement, on avait un budget pour le siège social. Aujourd'hui, on a un budget pour l'environnement de travail au sens large, où on va financer à la fois l'équipement du collaborateur à domicile, le coworking, mais aussi, évidemment, le siège social et son aspect collaboratif. Et donc, tout ça est en train d'évoluer. Et le coworking est une solution. Ce n'est pas la solution unique, mais une solution qui peut fluidifier tout ça. Oui, très clair. Mais effectivement, moi, j'ai créé 2 espaces de coworking dans cet objectif-là de recréer du lien en fait entre les collaborateurs. Et nous, aujourd'hui, Wobi, on a installé dans un espace de coworking, clairement pour avoir cette communauté interne, mais aussi cette ouverture aux autres. Du coup, c'est ce que tu confirmes, c'est qu'en fait, aujourd'hui, même une grande entreprise pourrait permettre à ses collaborateurs d'avoir une communauté interne entre eux, quoi, j'ai envie de dire. Mais est-ce qu'il y a la possibilité de cette ouverture à une autre communauté ? Veulent utiliser le coworking pour des notions de flexibilité immobilière, mais qui vont avoir tendance à nous demander des espaces privatifs dans les espaces de coworking. Donc là, on est dans le coworking, non pas pour la dimension sociale, mais pour la dimension, je dirais, solution immobilière complémentaire. Et puis, on a la majorité de nos clients aujourd'hui qui utilisent le coworking de manière très ouverte, avec des solutions à la journée, à l'heure. Il y a pas mal de personnes qui ont des coworking dans le public, donc je pense qu'ils pourront en témoigner aussi, mais et où on est dans une logique là d'aller dans un espace que l'on partage avec d'autres salariés, d'autres entreprises, avec d'autres créateurs d'entreprises, avec des freelances. Et donc il y a une vraie logique de se dire on est dans un univers où on va prioriser la rencontre, les interactions sociales. Et je pense que c'est important parce que dans l'émergence du travail hybride, on voit qu'on a mis des rituels en place pour renforcer la culture d'entreprise ou renforcer la dynamique au niveau des équipes. Mais ce que l'on constate dans la plupart des entreprises hybrides, c'est qu'il y a quelque chose qui, aujourd'hui, ne fonctionne pas complètement. C'est la dynamique inter-équipe et la dynamique au-delà de l'équipe qui est la dimension de création de liens sociaux avec des personnes qui ne sont pas dans votre environnement proche, c'est-à-dire votre équipe. Et donc l'inter-équipe au niveau de l'entreprise et l'extra-entreprise, c'est des dimensions dans l'hybride qu'il faut renforcer. Le coworking permet ça. Très bien, je vois qu'il y a un mot qui ressort beaucoup depuis tout à l'heure, c'est la culture d'entreprise. Donc, du coup, c'est la parfaite transition, parce que tu viens de l'employer encore. Du coup, quelles sont aujourd'hui, Julien, peut-être que tu vas pouvoir commencer à nous répondre là-dessus, quelles sont les mesures en fait, que vous prenez aujourd'hui pour cultiver cette culture afin qu'elle soit positive pour les collaborateurs et l'entreprise en général? Alors, on réfléchit à créer des communautés, avoir une signature, un peu comme McDo, mais une signature up d'un autre point de vue, je vais m'expliquer tout de suite. Et on réfléchit à ce que cette communauté soit justement ouverte. Et là, je partage totalement ta vision. 5 points, des exemples. En termes de ménagement, une signature up, c'est-à-dire que où que vous soyez dans un lieu, coworking ou bien sur un site à bail classique, vous avez un concept d'aménagement ou bien un mobilier spécifique qui fait qu'on sait qu'on est chez Up. Sujet d'appartenance de la culture. Ensuite, toujours cette partie un peu signature, on a mis en place un hub de service.
Certains d'entre vous ont peut-être entendu parler de IT Bar ou de FM Bar quand on a des soucis. Nous, c'est un hub de service. Et pour faire travailler les gens ensemble, eh ben, ce lieu, qui fait 20 mètres carrés, hein, il roule entre la DSI, alors l'informatique, l'environnement de travail, la RH, sur des sujets RH événementiels, spécial retraite, par exemple, c'est un moment d'actualité. Voilà, la fondation, et ainsi de suite, ou même nos nouveaux produits, afin de partager notre connaissance et cette culture. Donc c'est un lieu dédié. Ensuite, toujours dans cette partie-là, plutôt communauté, c'est-à-dire qu'on va mutualiser les services. On a la chance d'avoir une volonté de mobilité douce, des vélos électriques. On a digitalisé cette solution, parce que ça, pour le coup, je reviendrai un peu plus tard sur la partie digitalisation de proximité, mais c'est un concept qui me tient à cœur désormais. Et si vous voulez, l'idée, c'est de casser les frontières. C'est-à-dire qu'en fait, on travaille, bien sûr, il ne faut pas exagérer, mais l'idée, c'est que quand on vient ce jour de travail et qu'on aime bien le vélo, et ben moi, je dis à la food de faire un repas un peu spécifique qui permet d'être emporté pour sortir dehors. Je prends mon vélo, j'utilise mon service food pour aller dehors. Et juste avant, je peux avoir une conférence sur les bienfaits du vélo, par exemple. D'accord? Donc là, on mutualise vraiment et on casse les silos de services. Et toujours dans cette transition écologique, pareil, on veut que les valeurs, on veut que nos collaborateurs, en fait, soient rassurés sur ces valeurs, soient bien en correspondance avec les valeurs de la coopérative. C'est une phrase que je viens de créer là. Je m'explique. Quelle que soit la personne, quel que soit son statut, quel que soit son âge, on a tous des valeurs. Et on travaille dans une société pour une rémunération, mais aussi pour être sûr aussi que ça correspond bien à nos valeurs. Et donc ça, on y tient à cœur. Et par exemple, ma prochaine étape sur la partie nationale, c'est de travailler sur l'empreinte carbone et de voir aussi avec nos partenaires, les coworking, les beaux classiques, le bail agile qui vient d'apparaître, comment être tous ensemble vers cette démarche plutôt positive et dynamique. Et enfin, tout ça, ça peut fonctionner que sur un point, c'est un point d'entrée qui est vraiment le digital de proximité, c'est-à-dire qu'il faut des solutions qui permettent à la société d'être agile et à la personne de bien choisir en fait, et de se retrouver avec des personnes qu'elle a envie de voir pour bien travailler avec elle. J'ai répondu ? Très bien, c'est parfait. Et Nathanaël, toi, tu nous as parlé tout à l'heure que vous étiez beaucoup en remote chez Neonomad. Est-ce que tu peux peut-être nous dire un mot justement sur cette culture dans une entreprise qui est fortement en remote, en télétravail? Oui, alors en fait, en effet, chez Neonomad, on a un historique de hybride qui est assez long, puisque en fait, ça fait 10 ans que j'ai déménagé à Nantes et que j'ai un peu ouvert le bal. Et depuis, sur 25 personnes dans l'entreprise, il y en a plus de la moitié, il y a 15 personnes qui ont déménagé en région, que ce soit à Lille, Nancy, Avignon, Marseille, ou à l'étranger, à Berlin, Bristol. Et en fait, c'est le fait qu'on ait mis en place cette politique de travail hybride et la confiance qui va avec, qui a permis aux salariés de pouvoir développer des projets personnels assez incroyables, des projets de vie en fait, qui leur a permis d'aller vers des projets qu'ils n'auraient pas pu avoir dans d'autres entreprises et qui, par effet rebond, a créé un lien extrêmement fort avec l'entreprise. On a un très faible turnover et clairement une vraie solidarité. On l'a senti vraiment pendant la crise Covid avec un effectif extrêmement mobilisé. Donc pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, nous on s'est lancé un peu là-dessus parce qu'on était des convaincus du télétravail, mais on a réussi à construire ce travail hybride. Par contre, le pendant de tout ça a été d'être très méthodique sur la sanctuarisation des temps de présence ensemble. Donc c'est 4 jours minimum par mois, et même certains passent leur temps au bureau, mais c'est 4 jours minimum. C'est des journées mensuelles d'équipe dans lesquelles on va vraiment se caler sur les objectifs business de l'entreprise, des séminaires tous les 3 mois pour travailler le lien social et la culture, et en complément des équipes qui se rassemblent aussi pour travailler plus dans les contrats d'équipe, leur dynamique au sein même de l'entreprise. Donc en fait tout ça a été très méthodique. Et c'était vraiment le pendant de cette organisation hybride, c'était d'avoir ces rituels et ces jours de présence pour créer et maintenir ce lien. Et derrière, moi ce que je vois, c'est que l'équipe s'est approprié ça
Et on a complété en créant des bureaux assez particuliers, puisqu'aujourd'hui à Paris, on a des bureaux appartements avec un étage bureau et un étage appartement pour accueillir un nomade qui passe, et toute la création en fait de liens sociaux qui se passent en dehors des heures de bureau pour tous les nomades et les non-nomades parisiens qui se retrouvent dans cet espace-là. Donc on a dû tester. C'est un modèle qui nous convient. Je ne dis pas que c'est le modèle que toutes les entreprises doivent adopter. Néanmoins, je pense que c'est comme ça qu'on peut arriver à créer une confiance et un lien très fort entre les salariés et l'entreprise. Est-ce qu'il peut y avoir une différence quand même entre la taille de l'entreprise pour adapter des modèles comme cela? Alors, évidemment, dans l'histoire de Néonomade, on a accompagné beaucoup de groupes du CAC 40 sur le télétravail. Donc, évidemment, ce n'est pas des choses qui seraient faciles à implémenter chez Total, etc. Par contre, il faut quand même garder en tête qu'aujourd'hui, tous ces modèles-là, notamment l'hybride, en fait, on a une forme de décentralisation de l'organisation du travail qui était avant décidée au niveau de l'entreprise et qui aujourd'hui est vraiment au niveau des équipes. Donc la responsabilité de l'organisation du travail, elle arrive au niveau de l'équipe. Et une équipe, c'est souvent 25, 30, 40 personnes. Et donc la question pour moi sous-jacente, c'est le modèle que nous, on a appliqué chez nous sur 25-30 personnes. Je pense qu'il est applicable dans un grand groupe au niveau d'une équipe. Encore faut-il qu'il y ait un cadre qui permette de le faire et qu'il y ait ensuite une appropriation par les équipes. Mais demain, je pense que ces questions-là, elles se gèreront au niveau des équipes. Et donc on aura des façons de fonctionner qui pourront être différentes d'une équipe à l'autre, si tant que le cadre de l'entreprise ait été bien clarifié et qu'il soit bien balisé. Très clair. Du coup, Guillaume, est-ce que tu peux peut-être rebondir sur ce sujet où vous êtes avec une taille conséquente sur la culture d'entreprise? Vous, aujourd'hui, qu'est-ce que vous mettez en place pour avoir cette culture positive? Une des choses qu'on met en place, effectivement, sur lesquelles on peut revenir, nous, c'est des modalités déjà de télétravail qui nous permettent de garder ce lien qui me paraît intéressant. Et c'est vrai que tout à l'heure, on parlait de la flexibilité qu'on peut avoir sur le choix de séjour de télétravail, etc. Nous, on conseille fortement aux équipes, il n'y a pas d'obligation, mais on s'aperçoit que dans les faits, beaucoup prennent cette modalité-là, mais de garder quand même un jour fixe d'équipe, par exemple sur site, par service, par direction, où on sait qu'on va tous se rassembler sur site ce jour-là. Moi, dans mon équipe, par exemple, je sais que le mercredi, tous mes collaborateurs, on va être ensemble sur site. Et ça me paraît intéressant, malgré tout, de garder ces points de regroupement et d'avoir quand même cette présence qui existe en commun. On a tous des jours sur site, mais je trouve le fait qu'on les a en même temps, c'est quelque chose qui est important. Et puis ensuite, je trouve qu'on a justement le fait d'avoir un site de travail. Et comme vous en parliez très bien tout à l'heure, c'est aussi vraiment ce lieu sur lequel on peut faire des choses là-dessus. Alors vous parliez tout à l'heure de signature up sur les lieux, et c'est effectivement extrêmement intéressant. Et nous, c'est vrai qu'on a vraiment déployé énormément d'animations sur le site, d'organiser des rencontres, des conférences, des échanges thématiques, de mettre en valeur aussi les actions que font la région, nos collaborateurs, et qu'on ait vraiment cette vie sur site. Et c'est vrai que c'est par là aussi, c'est par ces vecteurs-là aussi qu'on peut réussir à diffuser notre culture d'entreprise. Nous, voilà, on est entre 1800 et 2000 collaborateurs au siège de la région, avec des compétences extrêmement variées entre les gens et des domaines d'intervention vraiment très divers. Et travailler par ce biais-là la question du qu'est-ce qui nous rassemble, qu'est-ce qui fait que je suis collaborateur de la région Île-de-France et pas seulement de ma direction des transports ou autre chose, c'est extrêmement important. Et c'est vrai que la motivation aussi de venir sur site, parce que maintenant on doit travailler avec ça aussi, le pourquoi je dois venir. Finalement, je pourrais être en télétravail. Pourquoi est-ce que je m'impose des horaires, une présence, des transports, etc., alors que je pourrais m'en passer? Et on doit répondre à cette question-là. Et finalement, la question de tu vas venir pour rencontrer du monde. Et la culture d'entreprise, elle passe par là. Je trouve qu'elle passe vraiment par ces échanges-là, par la personne qu'on va croiser à un moment dans les couloirs et à qui on va dire, tiens, mais au fait, je travaille sur un projet, faut qu'on s'en parle, je pense qu'on a des ponts à mener, on va faire de la transversalité sur ça. Et je diffuse ma culture d'entreprise à travers ça. Et puis ensuite, les animations qu'on fait, vraiment, je pense que c'est un biais aussi qu'on doit prendre de plus en plus. Et on doit avoir aussi des espaces
pour le faire, évidemment. Ce qui n'est pas forcément donné dans n'importe quel projet, puisque ça n'a pas forcément été conçu pour ça aussi. Hein. Mais on doit les avoir maintenant, ça me paraît assez indispensable. Et donc nous, on bosse beaucoup vraiment sur ces rencontres-là. Et on essaye de développer ça parce que là où on est, nous, assez convaincus, c'est qu'effectivement, je ne crée pas nécessairement de la culture d'entreprise en télétravail. C'est beaucoup plus dur, même si on met des choses en place. Par contre, je dois bosser sur ce moment où on se rencontre, sur cet échange qu'on a en ce moment-là, sur des formats comme ça. Là, effectivement, je peux vraiment agir. Très clair. Et Pascal, peut-être pour finir sur cette question-là, parce que là, on est aujourd'hui dans tes locaux, on voit qu'il y a une culture forte quand même à travers l'espace, mais j'imagine qu'il n'y a pas que ça. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot justement sur cette culture chez CDB, aussi bien l'espace, mais peut-être d'autres choses? Tu as parlé de rituels aussi. Ouais, je pense que c'était déjà un peu partagé par tout le monde, mais quelques exemples, en fait, ça s'affiche beaucoup sur les murs. Il y a le mur de nos collaborateurs qu'on célèbre à travers des affiches de magazines détournées. Là-bas, vous avez les photos de nos collaborateurs 20 ans avant leur entrée dans l'entreprise. Il y a des rituels qu'on fait au bar pour soit des apéros ou des petits déjeuners. Il y a des rituels qu'on fait dans les espaces de travail quand on a à célébrer une victoire. Donc je pense que ça a à voir avec le moment et ça a à voir aussi avec tout ce qu'on affiche sur les murs. La culture d'entreprise, c'est pas une somme de valeurs, c'est que je pense que quelque chose de beaucoup plus compliqué, beaucoup plus difficile aussi à détourer. Beaucoup d'entreprises se focalisent sur leurs valeurs. Moi, c'est une idée que j'aime pas trop parce qu'en fait, je me souviens toujours d'Enron qui a affiché probité, intégrité, etc. Et au final, c'était des super escrocs qui ont escroqué 9 milliards de dollars à la planète. Mais la culture d'entreprise, c'est des éléments qu'on se partage entre nous qui sont intangibles en fait. Voilà. C'est des éléments de langage, c'est la façon dont vous vous habillez, la façon dont vous parlez, c'est des codes qui se transmettent d'une ancienne génération à la nouvelle. C'est pour ça que l'intergénérationnel est aussi super important dans la culture d'entreprise. Parfois, je me sens plus Z que des jeunes qui rentrent dans l'entreprise. C'est assez étonnant, mais je pense que c'est aussi, voilà, c'est pas forcément, les choses sont pas aussi segmentées que ça. La culture d'entreprise, c'est quelque chose d'assez complexe, qui mérite vraiment d'être vécu. Et je pense que c'est pour les entreprises aujourd'hui, sans doute, un des vrais vecteurs d'attractivité et la garantie en fait de faire entrer des gens dans l'entreprise qui sont en adhérence complète avec cette culture d'entreprise. Alors nous, on a développé un culture book, ça se fait dans beaucoup d'entreprises, mais qui développe un peu nos principes d'action, qui décrit qui on est, comment on est, et qui le met un peu en musique avec des visuels, des images, des textes, etc. Le but du jeu est que les gens sentent effectivement l'univers dans lequel ils vont rentrer. C'est une méthode, hein, il peut y en avoir d'autres. Et qui tout de suite, très rapidement, ils peuvent se projeter et se dire ouais, non, mais ça, c'est une entreprise dans laquelle j'ai envie d'être. Et puis, il y en a d'autres qui diront ah non, c'est pas pour moi, c'est pas assez cadré peut-être, j'en sais rien. Enfin, voilà. Du coup, c'est aussi pour nous la garantie d'avoir des collaborateurs qui vont rentrer très vite en résonance avec l'entreprise, qui vont aussi absorber ces codes assez rapidement. Et puis en termes d'attractivité, c'est juste le bonheur, quoi. Parce que du coup, on a des gens qui rentrent tout de suite avec nous en résonance dans l'équipe, ça fonctionne, la chimie prend, et c'est un vrai régal quand ça fonctionne. Voilà. Et ça fonctionne beaucoup plus vite quand c'est fait comme ça. Du coup, là, tu as parlé d'attractivité, de marque employeur, un petit peu, de culture liée au recrutement. Peut-être justement, là, sur les talents, Nathalie, tu peux peut-être me dire un petit mot là-dessus. Sur, justement, on parle beaucoup de garder talent aujourd'hui. C'est de plus en plus compliqué peut-être de recruter suivant les profils qu'on recherche. Quel conseil peut-être tu as donné aux entreprises sur cette partie-là par rapport à ton domaine? Alors, sur ça, en fait, je vais peut-être partir plus de nos clients parce que nous, enfin, côté Néonomade, on travaille beaucoup avec des grandes boîtes de conseil, et beaucoup de start-up ou de scale-up. Et c'est vraiment typiquement des entreprises qui sont le plus confrontées à cette problématique d'attractivité, de rétention de talent. Et donc aujourd'hui, moi, ce que je vois, si on fait le lien avec notre sujet, hein, c'est que au-delà du salaire, tu l'as bien montré dans l'étude, le télétravail est un levier. Mais quand on parle de télétravail, de quoi parle-t-on? C'est le package télétravail. Hein, au sens large. C'est pas juste les indemnités URSSAF, c'est globalement jusqu'où on va, où va l'entreprise dans l'accompagnement sur l'équipement, sur le potentiellement l'accès au coworking, sur
Tu parlais de tous les services complémentaires, bien-être, sport, etc. Donc il y a tout un package qui va autour, entre guillemets, de ces nouvelles formes de travail qui rentrent en ligne de compte. Et là, c'est l'approche très pratico-pratique. Et puis ensuite, derrière tout ça, et je ne vais pas répéter ce qu'a dit Pascal, mais il y a un vrai sujet pour moi qui est que quand vous êtes dans une situation de travail hybride, de programme télétravail qui est très mature, qui se sent pour les personnes qui postulent chez vous, il y a derrière le sujet de télétravail ce sujet de la confiance, ce sujet de la culture de l'entreprise qui rejaillit. Donc je le disais pour nous, en fait, il y a vraiment cette capacité à accompagner des projets de vie, à montrer que l'entreprise est structurée dans ses processus, dans son efficacité dans le business. Et donc je pense que c'est aussi ça qui joue au moment aujourd'hui de choisir des entreprises, de se dire une entreprise qui est mature sur ces sujets, qui a su passer ce cap de la confiance, aujourd'hui elle m'attire plus qu'une entreprise plus traditionnelle. Et donc ça, tous ces leviers, je pense que c'est des leviers à activer aujourd'hui pour les entreprises, qui nécessitent beaucoup de travail en interne, beaucoup de transformation des postures managériales, beaucoup finalement de mutations. Par contre, c'est un vrai levier d'attractivité qui dépasse le cadre juste du confort et du package, mais qui est plus profond. Très clair. Et Guillaume, du coup, par rapport à cette, justement au recrutement, à la garde des talents, vous avez mis en chose des choses en place ces derniers temps, là, justement, pour améliorer la marque employeur et recruter. Oui, comme tout le monde, à peu près. Non, je trouve dans cette guerre des talents, moi, il y a vraiment deux sujets que je sépare. Je trouve qu'il y a la question d'attirer des talents. Et là, effectivement, les environnements de travail vont jouer un rôle très important. Moi, dans le domaine dans lequel on est, dans le secteur public, c'est sûr qu'un candidat qui arrive à la région Île-de-France et qui voit ce qu'on a au siège de la région, à quoi ça ressemble, comment on est organisé, moi, très souvent, chez moi, il est assez désarçonné parce que ça ne ressemble pas à une mairie, ça ne ressemble pas à un ministère. Ça va changer, hein, puisqu'ils sont tous en train de bosser, ils viennent tous visiter chez nous. Mais pour l'instant, ça ne ressemble pas. Et donc, forcément, après, ça en fait fuir certains. Parce que moi, j'ai plein de fonctionnaires de ministères, ils arrivent, on va travailler en flex office. L'entretien, en général, il ne dure pas très longtemps. Mais j'en ai d'autres, au contraire, que je vais vraiment attirer. Et moi, par exemple, depuis qu'on a déménagé, j'ai largement augmenté mais moins de 30 ans que j'arrive à recruter. Et donc ça, effectivement, ça va jouer. Donc l'environnement de travail, les services qu'on offre, le package, etc. à fond. Après, dans cette garde des talents, pour moi, il y a la question que mes talents, ils restent. Que j'arrive à les embaucher, c'est une chose, qui reste, en est une autre. Et là, je trouve que le travail pour faire en sorte qu'ils restent, il est beaucoup plus dur que pour faire en sorte de les attirer. Parce que vous restez pas dans un job parce que le bar est cool, qu'il y a un petit amphi, qu'il y a un baby-foot et qu'il y a une salle de sport, quoi. J'y crois pas à ça. Vous restez dans un travail parce qu'il y a ça, que votre environnement il est bien, qu'il y a la confiance, extrêmement important à faire dans les faits. Hein, moi, je l'ai décrété côté RH, c'est nos valeurs managériales, c'est tout ce que vous voulez. Moi, je suis incapable de vous garantir que dans tous les services de la région, que dans toutes les directions, c'est exactement comme ça que ça se passe. Donc c'est facile de le décréter, mais de le mettre en musique ensuite, c'est beaucoup plus dur. Et puis, vous restez dans un job parce que vous menez des projets, que vous avez des missions qui vous correspondent, que vous êtes capable de vous planter et d'en tirer les conséquences, et que finalement, c'est pas si grave que ça parce qu'on a mis en place les garde-fous pour et parce qu'on progresse par rapport à ça, et vous n'êtes pas sanctionné parce que vous vous êtes planté. Et parce que vous avez ces facteurs-là d'épanouissement. Et ça, c'est très, très dur à faire. Et le travail sur ça, il n'est pas encore totalement mené chez nous, ailleurs peut-être aussi, mais en tout cas chez nous, c'est sûr. Et encore une fois, c'est quelque chose que je ne peux pas décréter. Autant l'environnement de travail, je peux faire des choses, je peux dire on aménage telle partie comme ça, et puis on le lance et puis on y va. Autant le reste, c'est de la transformation culturelle. C'est beaucoup plus long à faire. On a explosé le monde du travail, on en a tous parlé ces derniers temps. Et je suis convaincu qu'il va falloir du temps pour qu'on arrive à faire tout ça. Et ton étude le montre très très bien. Toutes ces valeurs que les gens vont chercher maintenant. Et c'est ça qu'on doit faire. Et c'est ça qui fera que, comme tu disais Nathanaël, j'ai un turnover très faible parce que on se reconnaît dans nos valeurs, qu'on est capable de mener des projets, tu en as très bien parlé. Et ça, c'est des choses
qu'on doit maintenant créer. Et je trouve dans cette guerre des talents, on doit vraiment séparer ces deux parties-là. Et nous, en tant que RH, en tout cas, c'est un énorme défi qu'on a devant nous et qu'on est très content de mener. Très bien, merci. Je ne sais pas si tu as un axe de conseil aussi. Recrutement, moi, je crois qu'il vient de tout dire, Guillaume, mais Complet. ouais, il y a une continuité. Effectivement, oui, il y a d'attirer des gens à soi et se dire qu'effectivement, on est très intéressant et il y a toutes les actions qu'on mène au quotidien, les missions qu'on propose, et puis aussi inscrire les gens dans la continuité. Donc nous, par exemple, chez CDB, on est en train de développer un projet de pépinière pour essayer aussi d'emmener les gens vers l'acquisition de nouvelles compétences et éventuellement aller vers de nouvelles missions, de nouveaux postes à responsabilité et qu'ils aient un parcours de progression à un minima sur 5 à 6 ans, qu'ils puissent progresser avec nous régulièrement et qu'ils aient une perspective en fait. Je crois qu'après, il y a un vrai sujet de mise en perspective des collaborateurs dans leurs environnements de travail. Et cette mise en perspective, les environnements l'accompagnent au quotidien aussi, dans toutes les valeurs et toutes les dimensions de l'entreprise. Hein. Les murs affichent des choses. Souvent, on dit qu'il y a l'environnement concrétise une âme. Je crois que c'est ça aussi, quoi. Et cette âme, elle n'est pas figée dans le temps. Le pire des conseils qu'on pourrait donner, c'est que l'entreprise fasse quelque chose. Et puis, le sanctuarise comme ça pendant 9 à 12 ans. Genre, ça n'évolue pas. C'était comme ça il y a 9 ans. Non, c'est des choses qu'il faut faire évoluer avec le temps. Il faut être extrêmement agile, adaptable. Voilà. Et l'environnement de travail digital n'échappe pas à la règle. Hein. C'est vrai qu'on est tous sur Teams, mais la culture d'entreprise, c'est pas Teams. Donc même Teams doit évoluer. Je pense que, je ne sais pas si il me semblait que vous aviez fait cette transformation. En tout cas, les environnements de travail digitaux doivent aussi incarner finalement la culture d'entreprise. Très clair. Juste parce que je ne connaissais pas le sujet de la pépinière. Tu peux nous en dire un petit mot là-dessus en quoi ça consiste exactement? En quoi ça consiste? Il y a tout simplement une classification qui est en cours de structuration pour que les collaborateurs puissent être évalués sur certaines compétences, certaines missions. Alors évalués, mais en termes d'accompagnement, on montait en compétences, associés à des grilles de salaire. Et puis effectivement, après, en discussion avec les managers, ils peuvent éventuellement passer dans différentes organisations de la structure, ou tout simplement monter sur des missions plus complexes, plus grandes, plus enrichissantes, etc. À partir du moment où ils ont pu développer et apprendre de nouveaux savoir-faire. Accompagné d'axes de formation, j'imagine. C'est de la formation interne, en fait, exactement. Ouais, voilà. Ok, intéressant. Merci. Et Samuel, tu peux nous dire un petit mot aussi sur la partie, peut-être que Pascal a parlé énormément aussi de Teams, des technologies par rapport à ça. Tu peux nous dire un petit mot en lien avec le recrutement, la fidélisation? De manière très rapide, c'est sûr que l'environnement digital aujourd'hui, il est clé. On parle d'attraction et de fidélisation des talents, on veut les attirer. Aujourd'hui, on l'a dit, il y a la culture, il y a la confiance, il y a tout ça, mais ça se matérialise par quoi? La technologie, ce ne sont que des outils. C'est des outils au service de votre politique RH, de votre stratégie de recrutement, etc. Mais ces outils, ils disent quelque chose. Quand un collaborateur ou un candidat arrive, vous allez lui dire, nous, on fait plein de choses, mais concrètement, et pour pouvoir le diffuser aussi dans plein d'équipes, si vous avez un outil qui vous permet de réserver votre place n'importe où dans le bâtiment, et que la politique, c'est de dire, vous pouvez aller dans n'importe quel étage, n'importe quel endroit, et que vous n'avez rien pour l'encourager, et il va aller toujours au même endroit. Donc c'est important d'avoir les outils technologiques qui vont vous aider à concrétiser pour chacun des collaborateurs les promesses que vous allez leur faire et qui va les aider derrière à les vivre au quotidien. Parce qu'on les promet, mais si c'est juste des promesses, ils ne viennent pas ou ils ne restent pas. Mais si c'est des promesses qu'en plus il y a des outils, même les plus récalcitrants des managers qui ont du mal à aller là-dedans, vu que les outils sont là, qui sont à disposition des membres de leur équipe et qui peuvent les utiliser, de fait, ils vont rentrer dans cette politique. Donc, il ne faut pas oublier que l'environnement digital, ce n'est pas que Teams. Et heureusement que Teams évolue aussi et les autres, mais c'est tout un tas en fait, d'outils technologiques. C'est un environnement digital et cet environnement digital, il doit refléter votre stratégie pour rendre réelles les promesses et les montrer quand vous les recrutez. Et surtout, parce que c'est encore plus dur, je suis d'accord, il faut les garder. Et ça va au-delà. Parce qu'effectivement, dans la Happy Tech, dans la 50aine de membres, il y a un certain nombre de startups qui ont des petites équipes et qui n'ont pas le levier salaire de toute façon entre les mains. C'est-à-dire que même avec le meilleur talent en face, on ne peut pas s'aligner sur les salaires du marché.
Alors, il y a le sens. Alors, le sens, on peut en donner ce qu'il veut. Il y a la culture. Dans les petites équipes, la culture, c'est souvent la personnalité du patron. Hein, ça déteint. Et puis, il y a surtout derrière tout ce que vous allez promettre comme environnement de travail, mais pas que, sur la collaboration et puis sur le collaborateur lui-même, ce que vous allez lui proposer comme service. Il ne faut pas oublier que votre stratégie digitale, elle n'est pas que sur l'environnement de travail. Ça, c'est le haut de l'iceberg. C'est ce qu'on voit tous. C'est les bureaux, la végétalisation, le bar. Mais c'est aussi des outils pour favoriser le management, la collaboration, le lien social, les communautés. C'est le nous, c'est le collaborateur avec les autres. Et puis c'est aussi des outils vers le collaborateur lui-même. Un collaborateur qui ne se sent pas bien tout seul, il va avoir du mal à être bien au travail, à être bien avec les autres, et même si l'environnement de travail est génial. Et donc votre stratégie digitale, elle doit refléter tous ces aspects. L'environnement de travail, bien sûr, mais aussi la collaboration, le nous, et puis les outils qui vont vous aider à savoir si votre collaborateur va bien ou ce qui va vous lui permettre d'avoir un meilleur équilibre vie pro, vie perso et ce genre de service. Donc c'est tout ça, la stratégie digitale. Il ne faut pas la limiter et l'oublier à juste le haut de l'iceberg, c'est-à-dire l'environnement. Merci. Et peut-être pour conclure sur cette question, Julien, je sais que vous avez une forte stratégie sur ce point-là, technologique, environnement de travail, management. Justement, du coup, sur le recrutement et la fidélisation des talents, tu peux nous dire un mot chez EP? Oui. Alors, sur cette partie-là, j'ai envie de répondre tout d'abord que le premier élément qui m'a le plus surpris, parmi tant d'autres dans votre étude, c'est le mot bouleverser. Je vous explique. Un bouleversement, c'est normalement quelque chose de très fort. C'est au-delà de la transformation. Et donc, on a deux manières de le prendre. Soit on le prend en tant que contrainte. Un bouleversement, ça peut être une contrainte, mais aussi en tant qu'opportunité. Et quand j'ai réfléchi, je me dis, je vais prendre ça en opportunité. Autant se faire plaisir, autant maîtriser. Voilà. Et puis en même temps, on n'a pas le choix. Donc, on va saisir ça. Ensuite, un bouleversement, peut-être, mais quand on regarde l'histoire, et là, je vais parler pour l'environnement de travail ou les environnements de travail, le bâtiment, il y a des décennies, c'était un centre de coût, une vitrine. Ouais. Ensuite, on a parlé d'ergonomie, puis de QCVT. Ensuite, on parle maintenant de travail hybride, voire même de métaverse, de temps en temps. On peut se projeter, mais il y a un point commun qui est quand même le collectif, le besoin individuel, et on vient d'en parler. Et là-dessus, je pense que la stratégie sur laquelle je travaille va être très axée sur deux choses. Petit A, attirer et fidéliser, mais fédérer aussi les talents. Parce qu'on peut conserver les personnes individuellement, mais s'ils ne travaillent pas ensemble, on ne va pas aller très loin. Voilà. Donc ça, c'est le job dont on vient de parler, on est tous dessus. Et ensuite, c'est cette digitalisation de proximité. Il y a quelque temps, on parlait de digital humain ou ce que vous voulez. Moi, j'appelle ça le digital de proximité parce qu'en fait, il faut conserver l'outil digital qui casse les frontières, qui permet de dire aujourd'hui, je travaille en coworking à Lyon, mais demain, je vais sur Paris au siège et après-demain, je dirais en télétravail chez moi à Auxerre. Voilà. Et j'informe toute ma communauté. Et il y a un enjeu aussi derrière qui est d'actualité. Alors, loin de moi la politique, mais il faut y réfléchir parce que quand on choisit des talents, les talents, ils n'ont pas d'âge. Ils ne sont pas genrés, les talents. Et donc, cet outil de digital de proximité a du sens si ça permet de casser, j'aime pas ce mot, la problématique intergénérationnelle. Je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, parfois, je me sens plus sur la génération Z ou même A', si vous voulez, ça ne me dérange pas. Mais en attendant, il faut que les environnements de travail tiennent la promesse, fédèrent et ensuite soient gérés par un management avec un outil qui soit justement de proximité, mais très simple d'utilisation. Et c'est l'acculturation digitale qui, à mon avis, devient la prochaine étape me concernant. Donc, c'est-à-dire que je peux faire des environnements de travail, mais il faut quand même que les gens, ils aient... c'est comme tout, hein. Si tu n'as pas de métro, ou pas de voiture, ou pas de parking, tu ne vas pas beaucoup au travail. Donc, c'est pareil. Les environnements de travail, il faut donner envie d'y aller, quoi, tout simplement. Très bien. Merci à tous les 5. On a un petit peu dépassé le temps. En tout cas, on a répondu à toutes les questions. Peut-être pour clôturer, est-ce que vous avez quelques questions avant de passer au petit déj, café et peut-être visite des locaux si vous le souhaitez?